Je ne souhaite plus être psychologue. En 2024, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie, du moins ma vie professionnelle, puisque j'ai fait le choix de démissionner de mon poste de psychologue, parce que je savais que je ne voulais plus exercer ce métier. Bienvenue dans l'épisode 1 où je vous raconte ma reconversion professionnelle. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Je suis trop excitée d'enfin pouvoir faire ce premier épisode sur YouTube parce que avant ça, je l'ai fait sur TikTok et Instagram, mais c'était compliqué en 1 minute 30 de résumer toutes les étapes par lesquelles je suis passée et par lesquelles je passe encore. Alors pour commencer, laissez-moi vous donner un petit peu de contexte. Il faut savoir que j'ai un master de psychologie en développement et que j'ai exercé pendant 1 an et demi en tant que psychologue, évidemment, dans une association d'aide aux femmes victimes de violences. Et même si j'ai adoré être psy dans ce domaine-là, eh bien j'en ressors avec plusieurs constats. Premièrement, j'avais l'impression de ne pas être assez formée à la fin de mes études. Je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir ressenti, mais une fois qu'on sort des études de psy, eh bien on se rend compte qu'il y a un fossé qui est énorme entre le terrain et les études. Honnêtement, sur 5 années d'études, il n'y a que la dernière année qui m'a vraiment servi. Puis aussi le fait d'avoir fait des stages. On va pas se mentir. Voir le terrain, quoi. C'est quand même essentiel. Heureusement qu'on a ça. Et je serais d'ailleurs incapable de vous raconter l'entièreté de mes cours de licence, puisque les cours, sur les 3/4, ne racontaient uniquement que les études des enseignants-chercheurs. Ça ne m'a servi à rien durant mon exercice en tant que psychologue. Alors, si vous cherchiez à nous former à être des enseignants-chercheurs, pas mal, évidemment, il n'y a pas à dire. Mais alors, pour former de futurs psychologues, eh ben, là, c'est un échec. Et le pire, c'est que je sais que c'est pas uniquement dans la fac dans laquelle j'ai été. Est-ce que c'est nécessaire que je donne mon avis ? Je sais pas, bon, je le donne quand même. Mais honnêtement, je pense qu'il devrait mettre tous les masters en alternance. Oui, oui. Et puis j'ai l'impression d'avoir davantage appris pendant 1 an et demi d'exercice en tant que psychologue plutôt que durant ces années d'études. Je sais pas, ça craint, non ? Réveillez-vous! Ouh, les facs de psycho! Ah, voilà! Écoutez un peu vos étudiants et les futurs psychologues que vous avez formés. Mais également en supervision avec un psychologue qui supervisait ma pratique de psychologue que j'ai moi-même payé. Voilà. Mais vraiment, cette supervision, elle m'a tellement apporté, elle m'a permis de me rassurer aussi d'une certaine manière sur le fait que ce que je faisais était vraiment adapté. Et le fait d'avoir un retour d'un autre professionnel, franchement, ça m'a tellement aidée. Et puis c'est aussi un professionnel qui m'a apporté énormément d'outils, en plus de ceux que j'allais chercher par-ci par-là. Mais ça m'a tellement servi et j'ai pris du plaisir à exercer en tant que psychologue grâce à ma supervision. Je pense que c'est important tout de même. Et je pense que je lui en serai éternellement reconnaissant, même si je le paye. J'étais très heureuse de le payer d'ailleurs. Mais bon, si seulement on accompagnait bien les psychologues durant leur première année d'exercice, je pense que ça éviterait des situations comme la mienne à devoir se rendre compte que finalement, c'est pas un métier avec lequel on est aligné sur le long terme. Secondement, je voulais absolument toujours faire plus que ma simple mission de soutien psychologique. Et oui, ma mission consistait uniquement à apporter du soutien psychologique aux femmes victimes de violences. Donc à les écouter activement, pouvoir mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles vivaient encore. Donc d'aborder le mécanisme des violences, mais également de pouvoir les valoriser, travailler un minimum sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Mais voilà, j'avais toujours envie d'en faire plus. Mais je le rappelle, par rapport au point précédent, je n'ai pas été assez formée. Et quand je parle du fait de ne pas être assez formée, je parle surtout de tout ce qui est psychothérapie. Voilà, ça manque cruellement. J'ai cru comprendre que dans certains masters, on était formé aux psychothérapies, mais je tiens à le rappeler, ce n'est pas le cas pour tous les masters, et en tout cas, ce n'était pas le cas pour le mien. Alors évidemment, on était initié au TCC, mais initié, c'est tout.
c'est du pipi de chat. Donc voilà, j'avais tendance à me démener corps et âme avec les patientes que je recevais. Mais en plus, dans mon association, j'étais d'une part limitée en nombre de séances. Il me semble que je pouvais proposer uniquement que 5 séances, ce qui est vraiment nul. Enfin, c'est pas assez. Bon, après, c'était gratuit. Donc même si le soutien psy en première intention était, entre guillemets, soulageant, un peu l'effet d'une petite pommade qui fait du bien, cependant, pour les personnes qui avaient été diagnostiquées d'un PTSD par un psychiatre ou un médecin à la suite d'une plainte, bah là, c'était pas possible de pouvoir accompagner psychologiquement, puisqu'il était nécessaire de faire une thérapie. Donc c'était hyper frustrant parce que je devais rediriger vers des structures adaptées et voilà, se rendre compte que bah on peut pas faire plus, c'était très 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 compliqué. Et je pense que c'était aussi compliqué parce que je pense que dans ce genre d'association, l'alliance thérapeutique qui se crée avec les femmes qu'on accompagne, elle est vraiment très très spéciale et on devient parfois l'un des seuls repères, donc parce qu'on leur donne une place, une voix, mais aussi des encouragements vers un mieux-être. Mais voilà, c'est toutes ces choses-là qui étaient compliquées parce qu'il fallait vraiment que j'accepte le fait d'être parfois impuissante. Et ça, c'est évidemment quelque chose avec lequel j'avais beaucoup de mal. Troisièmement, c'est un métier qui demande de se réactualiser constamment. Donc oui, ça demande de lire, de se renseigner et de trouver de nouveaux outils qui seront plus pertinents, à la fois en fonction de la personnalité de la personne, mais aussi de son trouble, et du coup de se former, comme je le disais plus haut, à certaines thérapies, celles qui fonctionnent le mieux en termes d'études scientifiques qui ont démontré que bah voilà, ça, en ce moment, c'est ce qui fonctionne le mieux pour tel trouble, tel trouble, tel trouble, etc. Problème, ça coûte excessivement cher. Voilà. Et ça demande aussi beaucoup de temps et parfois même à côté de son propre travail, puisque parfois l'entreprise ou l'endroit dans lequel vous travaillez va pas autoriser de pouvoir financer cette formation. Donc vous allez devoir donner aux sous pour lesquels vous avez économisé pour pouvoir vous former, mais en plus vous allez devoir, je sais pas, prendre un samedi pour vous former. Voilà, sympatoche. Et ça pendant 2 ou 3 ans, quoi. Voilà, donc autant vous dire qu'il faut vraiment avoir l'énergie nécessaire pour rentrer dans tout ça. Ce qui n'était pas mon cas. Et c'est ok. Quatrièmement, c'est un métier qui demande énormément de réflexion, d'énergie et d'attention. Ça demande beaucoup de réflexion parce qu'une personne va venir avec un trouble, une autre personne va venir avec le même trouble, on va pas l'accompagner de la même manière parce que ça demande de devoir jongler aussi avec les différentes personnalités des personnes qui viennent nous voir. Puis il faut savoir que c'est un métier qui demande énormément d'attention parce qu'on est constamment en écoute active durant au moins entre 45 minutes et 1 heure avec ce que la personne nous exprime. Et parfois moi c'est mon cas et j'ai d'énormes problèmes d'attention. Donc ça me demandait tellement d'énergie, tellement d'attention d'être concentrée pendant 1 heure et de pouvoir rebondir sur ce que dit et exprime la personne en face de moi. Donc, ce qui engendrait sur le long terme énormément d'épuisement. Vraiment, je me souviens très bien de la sensation que j'avais quand je rentrais, j'étais explosée. Je rentrais, je dormais, je faisais des siestes, j'étais trop crevée. Et comme c'est un métier qui demande de s'adapter constamment à la personne en face de nous, vraiment, ça demandait tellement de réflexion mentale. Et vers la fin, j'en arrivais même à ne plus avoir envie d'aller travailler. Et je pense qu'honnêtement, ça a été à partir de ce moment-là où la sonnette d'alarme, elle a retenti et j'ai su qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait plus très bien, qui n'allait plus très bien. Donc il était temps de réfléchir un petit peu à la suite. Et je pense, selon moi, que c'est ce genre de détails qu'il faut vraiment pas négliger quand on exerce le métier de psychologue. Cinquièmement, el famoso syndrome de l'imposteur. Eh oui!
Eh oui, celui-là, c'est une étape par laquelle tous les psychologues passent. C'est inévitable. C'est inévitable, je le sais, tu le sais, nous le savons. Enfin, si t'es psy. Et peut-être que vous aussi, vous avez pu faire face un jour dans votre vie au fameux syndrome de l'imposteur. Ce qui ne m'étonnerait même pas. Je me demandais constamment si mon travail avait du sens. Je me demandais constamment, est-ce que j'aide vraiment les personnes que j'accompagne ? Parce que c'est quelque chose qui me triturait et me souciait profondément. Et me confronter à ces doutes, encore une fois, c'était un point très dur à vivre sur le long terme. Je sais plus à combienième on en est, mais je ressentais le besoin d'exercer un métier bien plus créatif. Quelque chose qui me ressemblait vraiment, parce que je me sentais enfermée dans quelque chose qui me ressemblait pas à 100%. Je savais profondément que, au fond, j'étais une bonne psychologue. On me le faisait remarquer souvent. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais que ça soit mes amis psychologues, mes collègues, voilà, c'est quelque chose sur lequel les gens, globalement, qui me connaissaient en tant que professionnelle, qui revenaient très souvent. Mais pour autant, je me sentais absolument pas épanouie et alignée dans le fait d'exercer ce métier. Ce qui m'amène à parler du dernier point. La réalité, c'est que je n'exclus pas le fait d'exercer à nouveau ce métier un jour, mais pas sur du long terme. Donc plutôt à exercer en CDD et uniquement dans le domaine des violences, parce que c'est vraiment le domaine pour lequel je me sens, entre guillemets, experte. Et parce que j'ai aussi adoré travailler dans ce domaine-là auprès de femmes victimes de violences. Je me dis que peut-être un jour j'aurai à nouveau l'envie d'exercer ou de me former davantage afin de proposer un accompagnement plus adapté. Donc voilà un petit peu l'ensemble des constats qui ont finalement eu l'effet d'accumulation qui m'ont poussé à ne plus vouloir être psychologue. Et tout ça a été une décision bien réfléchie. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes dans la même situation que moi, ou si vous êtes en reconversion professionnelle et que mon parcours vous intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Eh bien, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Et en attendant, prends bien soin de toi, parce que finalement, c'est le plus important. Bisous!